Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec Le Figaro. Didier Raoult, bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. C'est la 5e fois que nous nous rencontrons au cours de cette épidémie qui, vous l'avez entendu avec Guillaume Tabar, a des conséquences économiques terribles. La première chose ou la première question que je souhaitais vous poser, c'est évidemment celle concernant Donald Trump. Est-ce que vous étiez au courant qu'il prenait par anticipation de l'hydroxychloroquine ? Écoutez, non, je l'ai appris ce matin. Mais je n'étais pas au courant. Je ne suis pas le médecin traitant de Trump. Hein. Non, il s'appelle Sean Conley, mais peut-être vous a-t-il téléphoné ? Non. Bon. Est-ce que cette hydroxychloroquine en prévention, puisque vous la défendez évidemment en mordicus depuis le début, est-ce que c'est une bonne idée ? Vous savez, je voudrais que dans ce pays, on remette un peu les choses en perspective et qu'on se rende compte jusqu'à quel point il y a eu une hallucination collective des médias et d'un certain nombre de responsables sur l'hydroxychloroquine, qui est quand même un des médicaments les plus prescrits au monde, que tous les médecins ont prescrit dans leur vie, et on s'est retrouvé avec le directeur actuel de l'ANSM, plus le président actuel du comité de santé publique, plus le président du Conseil de l'ordre, à faire une espèce de dramatisation d'un médicament banal, alors que leurs précédents ont fait une pétition pour dire que le précédent directeur de l'ANSM, qui est un homme très sérieux, Dominique Marinaki, le précédent président du Haut Comité de santé publique ont fait un mot pour dire mais arrêtez cette folie avec l'hydroxychloroquine, c'est un médicament banal, classique, et donc on a inventé de tout, depuis les arrêts cardiaques, les atteintes rétiniennes, qui sont des choses qui arrivent après 5 ans de traitement. Maintenant la folie, l'hydroxychloroquine atteint surtout ceux qui n'en prennent pas. Ça, c'est mon diagnostic. Ça doit être préventif de la folie, parce que ceux qui ne veulent pas prendre de l'hydroxychloroquine sont devenus complètement fous dans ce pays. Il y aura un examen à faire de réflexion, de savoir comment les médias ont pu s'emballer sur un truc alors qu'ils suffisaient de demander à leur médecin traitant ce qu'ils pensaient du Plaquenil, parce que tout le monde en a prescrit. Donc comment on peut atteindre ce degré de folie ? C'est une vraie question qui, sur le plan social, est extrêmement intéressante. Trump a dit, vous connaissez l'expression, puisqu'il a répondu aux journalistes qui le soupçonnent, il faut bien dire, Didier Raoult, depuis des semaines d'avoir donc le coronavirus, même si ça n'a jamais été confirmé. Il répond, vous connaissez l'expression, qu'est-ce que vous avez à perdre ? Ça ne va pas me faire de mal. Donc, d'une certaine manière, il rejoint un peu vos arguments. C'est pas arrêter de dire. Vous avez une manie, les journalistes, c'est dire vous pensez ça et vous pensez ça, et moi je ne suis pas comme ça. Je ne pense rien du tout. Moi je ne pense rien du tout. C'est que il y a un niveau d'ignorance dans ce pays qui est terrifiant. Vous n'avez qu'à regarder, il y a un rapport de la CNAM tous les ans pour savoir combien il se distribue de doses. L'année dernière, il s'est distribué 36 millions de doses d'hydroxychloroquine. Ça, c'est de la connaissance. Après, mon opinion et votre opinion, honnêtement, tout le monde s'en fout. Le problème, c'est que l'opinion est maintenant confrontée à des faits qui sont tellement violents qu'on se demande comment il est possible qu'il y ait un dérapage de cette nature et qu'on ait affolé le pays avec des choses qui sont du délire. Donc c'est une vraie question, c'est comment est-ce que collectivement tous ces gens sont devenus fous avec l'hydroxychloroquine. Est-ce que c'est, je sais pas, parce que ce pays est juste terrifié d'avoir une action? Est-ce que la meilleure solution en France, c'était comme on l'a dit en France, on ne fait rien et on attend que ça nous tombe sur la figure en attendant un essai qui n'arrivera jamais? Ou est-ce qu'il faut faire tout ce qu'on peut, y compris au début quand on n'a pas toutes les certitudes que c'est une efficacité, parce qu'on sait que ces médicaments sont totalement anodins. Et donc c'est la position qu'a pris la moitié du monde, c'est pas la position qu'on a pris nous, et c'est quelque chose qui a des conséquences, et qui a des conséquences qui vont se payer en nombre de morts. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, si on avait autorisé, ce qui n'a pas été le cas par les autorités sanitaires françaises, votre médicament, on aurait finalement évité un confinement qui coûte, on vient de parler des 500 milliards à l'économie française et à l'économie européenne, une fortune colossale? Écoutez, je sais pas, le problème du confinement est un problème qui est plus complexe. Le confinement ne protège pas vraiment de l'infection, ça maintenant on en a la preuve, puisqu'il y a 2 études qui montrent ça. Enfin, il y a une étude espagnole qui montre que les gens confinés ont été plutôt plus malades que les gens non confinés, qui ont dû aller travailler, ce qui est pas étonnant, parce que si vous vivez toute la journée avec votre famille et qu'il y en a un qui est malade, il contamine tout le monde. Nous, on voit ça dans les EHPAD où il y a plusieurs malades, où il y en a pas du tout. Donc, si vous mettez le loup dans la bergerie,
sans tester personne, il est évident qu'à la fin, tout le monde c'est une maladie contagieuse. Moi, je sais ce que sont les maladies contagieuses, c'est comme ça que ça marche. Vous prenez un qui est infecté, vous mettez ça au milieu de gens qui sont pas infectés, à la fin, il y a plusieurs infectés. C'est béaba, ça. Ça, c'est une chose. En revanche, maintenant, le rôle du confinement dans le contrôle de la panique sociale, qui est quand même intrinsèque à ce pays, ça c'est pas la faute des politiques. Ce pays est dans un état de panique sociale parce que quand même ce relais sur la folie de l'hydroxychloroquine, c'est quand même la presse, c'est que tout le monde s'est mis à délirer sur l'hydroxychloroquine. Donc ce gouvernement, il gère un pays qui est au bord de la crise de nerfs, qui s'affole pour tout, qui n'arrive plus à agir, et donc ça, c'est ce qu'on est en train d'observer. Alors, si le confinement a empêché les gens d'être en pleine panique, peut-être que ça a évité un désastre encore bien pire que celui que l'on va voir maintenant. J'en sais rien. Politiquement, c'est compliqué. La question de la peur, Didier Raoult, elle est conséquente j'allais dire, à une manifestation que je vais tenter de vous décrire. Il y a des gens, on l'a vu, vous le savez, que vous avez testé, qui ont effectivement une version du Covid-19 qui est, disons, banale. Il y a même le danger de ceux qui n'ont absolument strictement aucun symptôme. Et puis il y a des gens qui sont totalement, et vous en avez soigné comme clinicien, qui sont totalement ravagés par cette maladie. Non seulement qui décèdent, mais qui sont très handicapés, qui restent pendant des jours et des jours dans le coma, avec des conséquences qu'on ne connaît pas. Donc, du point de vue du médecin que vous êtes, comment peut-on expliquer, en dehors du critère de l'âge, est-ce que c'est la génétique, c'est-à-dire ceux qui sont à peine touchés et ceux qui sont foudroyés? Vous savez, les maladies infectieuses ont toujours été comme ça, mais en tout cas, on soigne plus. Il y a moins de morts à la fin si on soigne les gens que si on les soigne pas. Ça, si vous voulez, c'est aussi des choses qu'il faudra un peu revenir sur terre, parce que je pense que tout le monde est devenu cinglé. C'est que la médecine, c'est de faire le diagnostic, c'est de soigner les gens, et quand ils sont contagieux, c'est de les isoler. Moi, je répète ça depuis tout le temps. J'ai l'impression que de dire ça apparaît complètement fou à une partie de la presse qui prouve que chacun a sa propre définition de la folie. Moi, j'ai la mienne et je vois qu'elle n'est pas partagée. Moi, ça fait 42 ans que je fais les maladies infectieuses. Écoutez, qu'on m'explique que c'est pas comme ça qu'on fait les maladies infectieuses à mon âge, ça me laisse un peu pantois. Voilà, les maladies infectieuses, il faut en faire le diagnostic, il faut en faire le traitement. On utilise ce qu'on peut utiliser. D'ailleurs, honnêtement, les pays dans lesquels on avait moins d'état d'âme, ils ont tous traité et donné 2, 3 antiviraux, tout ce qu'ils avaient sous la main pour soigner les gens, comme on l'a toujours fait en médecine. Et là, l'idée même sur laquelle il faudra réfléchir, que c'est l'État qui définit ce que fait le médecin face à son malade, c'est aussi un abus, franchement, de fonctionnement qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cette pente-là maintenant, de demander à des gens qui sont plutôt pas compétents d'ordonner ce que les médecins doivent faire à leurs malades. C'est pas bien. Voilà. Véran, il est neurologue s'il n'est pas infectiologue. Non, mais je parle pas de Véran. Moi, je parle là du directeur de la NSM qui a pris des décisions, qui a fait prendre des décisions qui sont totalement déraisonnables. Si vous voulez, de faire dire que l'hydroxychloroquine est un poison mortel, si vous voulez, de laisser véhiculer ça, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Les directeurs sont faits pour imposer de la sagesse et de la connaissance, avec de la bibliographie. Vous savez, il est sorti un papier avec l'évaluation de 800 000 traitements par l'hydroxychloroquine. Donc, on sait exactement ce que ça fait. Donc, si on n'est pas capable d'arrêter des folies comme ça, ou au contraire de les propager, si vous voulez, il faut changer les gens. Donc, je pense que une des erreurs qui a été faite, c'est de ne pas le changer. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, alors là, je ne sais pas si c'est, qu'il y a un facteur dans ces maladies infectieuses que vous connaissez, qui est un facteur génétique qui peut être important, en dehors de l'âge? Non, mais si vous voulez, les maladies infectieuses, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que quand les médias les traitent de manière simple, ils se trompent tout le temps. C'est compliqué, une maladie infectieuse. Ça dépend du corps, ça dépend du malade, ça dépend de l'écosystème, ça dépend de la saison, ça dépend de la latitude, ça dépend. Et donc, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas, c'est pas 1 et 1 font 2, les maladies infectieuses. Ça, c'est comme on les voyait au 19e siècle, d'accord? Ça, c'est la vision pasteurienne ou de corps. C'est plus comme ça. Donc, la sensibilité, vous voyez, par exemple, nous, on commence à comprendre, mais c'est trop tôt pour vous l'expliquer. Donc, je vous laisserai là-dessus. On commence à comprendre à peine maintenant pourquoi les enfants ne sont pas infectés. D'accord? C'était un mystère. Les infections virales, la plupart du temps, les enfants sont infectés. Et là, les enfants ne sont pas du tout infectés. On était les seuls à le savoir. Bien sûr que personne n'a regardé, personne n'a fait d'études sur ce pays pour savoir quel était le degré de portage des enfants, à part nous.
Donc nous, on a regardé, les enfants ne sont pas porteurs. Donc l'idée qu'on dit que les enfants vont infecter les grands-parents, c'est une histoire de la grippe, ça n'a rien à voir avec cette maladie. Ils sont pas porteurs. Et on savait pas, on comprenait pas, parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Maintenant, on sait pourquoi, parce qu'on travaille plutôt que de faire des commentaires oisifs, et que donc maintenant on sait très bien pourquoi les enfants ne sont pas porteurs. Donc tout ça, c'est de la connaissance, et donc c'est pas du buzz, des conversations sans intérêt, si vous voulez. Et donc au bout d'un moment, il faudra bien que ce pays se pose la question de savoir pourquoi personne n'est capable d'aller regarder les données basiques avant d'en faire une espèce de scandale national. Si vous voulez, pourquoi est-ce que personne ne demande à son médecin traitant, est-ce que c'est vrai que le Plaquenil est un poison? Ça, c'est un truc de fou furieux. Est-ce que vous êtes lucide sur le degré de folie qui a pris ce pays? Bah écoutez, moi je ne suis pas psychiatre, je suis modestement journaliste et je suis ravi de converser avec vous. Il y a un dernier mot que je voulais vous demander. Non mais vous avez bien un médecin généraliste. Oui, vous ne pouvez pas lui demander à votre médecin généraliste, c'est un poison mortel. Mais vous savez, dans une précédente conversation, on avait déjà parlé du fait que beaucoup de médecins généralistes, même si vous avez des journaux comme le New England of Medicine qui se prononcent d'une manière neutre ou en tout cas, disons, pessimiste à l'égard de l'hydroxychloroquine, on sait très bien qu'il y a beaucoup de médecins qui l'ont donné. C'est pas un sujet de polémique. Le journal, le New England Journal of Medicine, il a fait un truc sur le Remdesivir qui est de la publicité de Gilead. Enfin, c'est un truc qui a été organisé par Gilead, écrit par Gilead, dans lequel les données sont absolument, pour quelqu'un qui fait de la science toute sa vie, ininterprétables. C'est de la publicité. Alors, dernière question, elle concerne, et je vous remercie d'être en direct avec nous, elle concerne donc cette société qui s'appelle Moderna, donc une société de biotech, qui aurait commencé à tester sur une 45 volontaires, 18 à 55 ans, en phase 1, un vaccin donc qui produirait des anticorps. Je sais que vous avez dit, et nous l'avons dit ensemble à plusieurs reprises, qu'il fallait d'abord effectivement soigner, parce que le vaccin, ça pouvait prendre des années. Est-ce que vous pensez que c'est une piste sérieuse? On avait aussi évoqué les chercheurs d'Oxford. Écoutez, je pense que dans ce domaine, je vais vous dire la même chose. Je vous suggère de lire, je me fais la publicité, mon livre Ignorance et aveuglement. Je pense que l'ignorance, là, domine beaucoup le monde. Et que à ce niveau-là, moi, ce que je sais sur cette maladie maintenant, ici et maintenant, on est une des rares équipes au monde, probablement à le savoir, ça montre qu'il est prématuré de réfléchir sur cette question-là. Il faut avoir un peu plus de savoir. Et donc, si vous voulez, tout ça, c'est le fait de prendre des décisions dans le feu médiatique, de savoir ce qu'on va faire pour les 2 à 3 ans à venir, c'est aussi un délire qui est lié à l'accélération et à la peur. Tout ça n'est pas raisonnable. Ça que les labos travaillent sur des vaccins, c'est quand même normal, non? Écoutez, moi je vous conseille, là aussi, je veux pas vous apprendre votre métier, c'est comme ça que je fais. Pourtant, j'ai essayé de créer une branche de journalisme scientifique quand j'étais président d'université, vous voyez, à l'école de journalisme de Marseille. Mais quand je suis parti, ils l'ont fermé. Manifestement, il n'y avait pas besoin d'apprendre ça. Et donc, je vous conseille d'aller sur le site de l'OMS et vous regardez, vous voyez, les vaccins qui sont available. Et si vous voyez les vaccins available actuellement, qui ont répondu à des maladies émergentes depuis 30 ans, écoutez, vous me rappellerez. Donc ça n'a jamais marché. Vous nous avez donné l'exemple du sida il y a des années, puisqu'on n'a jamais trouvé de vaccin, que ce sont des... Oui, il y a un très bel article qui vient de faire s'effondrer tous les espoirs du vaccin sur le sida, dont on avait trouvé qu'il protégeait dans 30% des cas en Thaïlande. Là, il a associé, ça n'a pas marché quand vous voyez le nombre de milliards qu'on a injecté là-dedans. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle une partie de la communauté du sida me déteste, c'est parce que quand même, si les gens me croient, on va leur couper une source d'un truc qui a quand même permis de dépenser des milliards. Dernière question, la Chine. Professeur Didier Sicard, qui a été pendant longtemps, vous le savez, vous le connaissez, le président du comité d'éthique. Oui, c'est un type bien. Voilà, il a dit, pas de problème avec, il défend un peu la même idée que vous, c'est-à-dire que les scientifiques chinois sont de très bon niveau, peut-être même les meilleurs actuellement sur ce type de maladie, mais il dit il y a un problème avec les Chinois, et ça nous ramène à l'enquête de l'OMS qui vient de se réunir, il faut absolument qu'ils ferment ces fameux marchés où ce transfert de l'animal à l'homme un certain nombre de virus. Et Sicard dit, puisque vous le connaissez, on s'entend très bien scientifiquement avec les Chinois, mais ils ne prennent toujours pas cette décision. Est-ce qu'il a raison sur ce plan-là? Moi, je vous dirais 2 choses. La première, je suis frappé de voir que la mortalité à Wuhan, d'où est partie les choses, est très, 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 très inférieure à celle de Paris. Et donc, vous devriez réfléchir à ça. C'est ça qui devrait vous faire réfléchir. Vous savez, il y a eu plus de morts dans l'île de France, où il y a la même population qu'à Wuhan. Et donc, plutôt que de prendre les Chinois pour des imbéciles, on devrait se demander... Pour des imbéciles, je vous pose une question.
comment en France on est arrivé à être... Globalement, ce que dit Sicard, et ce qui n'est pas inintéressant, ce que moi je fais depuis très longtemps, c'est que la plupart des infections qui démarrent chez l'homme sont des zoonoses, c'est-à-dire ces maladies des animaux. Et donc, tout dépend des animaux que vous avez autour de vous. Nous, on a des épidémies monstrueuses dont vous n'avez jamais entendu parler parce que vous êtes déconnectés de la réalité et de la connaissance, qui sont les épidémies d'infections urinaires par Escherichia coli, qui sont dues aux élevages de poules que nous avons. On a des épidémies de staphylocoque doré, dont celle des staphylocoques dorés multirésistants, qui est due aux élevages de porcs. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est à chaque fois que vous avez une communauté animale relativement dense, se développent des épidémies dans ces communautés animales. C'est la densité des animaux qui fait l'épidémie. Il est clair que parmi les animaux sauvages, ceux qui ont les communautés les plus denses sont les chauves-souris. Les chauves-souris ont des communautés dans une grotte, vous pouvez avoir plusieurs milliers de chauves-souris qui vont se contaminer et avoir des maladies épidémiques, et que donc ce qui compte, c'est pas qu'ils soient sauvages ou pas sauvages, c'est qu'ils vivent dans des collectivités extrêmement larges. Mais quand vous voyez une collectivité de cochons ou une collectivité de poules, je vous assure que les épidémies qui circulent, on a eu jusqu'à 25% nous des infections urinaires en France qui étaient dues à une épidémie chez les poules. Donc simplement, ça, vous ne savez pas, ou vous en parlez pas, ou simplement les gens s'intéressent à autre chose que ce qui émerge en connaissance scientifique depuis le XXIe siècle. Donc en réalité, les animaux sont une source d'infection, et les animaux qui vivent en collectivité sont une source d'infection. C'est pas les animaux individuels. Le risque que vous attrapiez quelque chose en mangeant un tigre est assez faible. Mais si vous mangez une chauve-souris, c'est assez commun. Et c'est pas qu'en Chine, moi je peux vous dire, on est en train de décrire une maladie de même nature en Nouvelle-Calédonie parce qu'ils mangent les chauves-souris. Et comme ils mangent les chauves-souris, il y a une maladie spécifique des chauves-souris en Nouvelle-Calédonie qui se répand probablement partout en Océanie. Merci beaucoup, Guy Raoult, d'avoir été en direct avec nous sur l'antenne de Radio Classique.